Salut et bienvenue à cette première partie d'une vidéo en 3 parties qui porte sur la métrologie. Puisque ceci est un cours d'introduction aux mesures en atelier, il va falloir qu'on commence par introduire certaines notions de base. Et oui, il va falloir qu'on regarde la terminologie. Là, ça sonne pas terriblement excitant, mais c'est très important. Là, on mesure depuis notre tout jeune âge, mais il y a une énorme différence entre les mesures générales de tous les jours et les mesures précises qui sont requises en atelier d'usinage. Une des grandes différences entre nos mesures de tous les jours et une mesure précise en atelier, c'est la notion de tolérance. Là, chaque fois en atelier d'usinage qu'on effectue une mesure, on se pose toujours la même question. Quelle est la tolérance de la dimension que j'essaie de mesurer? Plutôt que de partir en grande et dire voici un micromètre, voici ce qu'on peut faire avec, voici un pied à coulisse, voici ce qu'on peut faire avec. Prenons quelques minutes avant ça pour regarder d'un point de vue plus historique la mesure précise en atelier. La mesure affecte à peu près toutes les facettes de nos vies. On n'a qu'à penser aux limites de vitesse sur une autoroute pour savoir ou pour voir que la mesure peut avoir un gros impact sur nos vies. Historiquement, on peut dire qu'il y a 2 grandes raisons, il y en a plus que 2, mais 2 principales raisons qui ont affecté le développement ou l'importance des mesures dans notre histoire humaine. Et ça, c'est 1, le commerce ou l'échange, et 2, la science. Pourquoi le commerce? Depuis l'aube des temps, on veut savoir combien est-ce qu'on va vendre de quelque chose et combien est-ce qu'on va recevoir de quelque chose. Donc, on peut imaginer que depuis le tout début, la mesure en commerce, c'était quelque chose d'important. Et le deuxième en science, pourquoi? Parce que si on veut se développer, que ce soit en mathématiques ou dans n'importe quelle science, les mesures précises jouent un rôle direct avec le niveau de développement de ces sciences-là. Une des premières unités de mesure connues était le qubit. Là, un qubit, c'est la distance qui sépare le coude du bout du majeur. Et notez que je fais très attention à comment je présente ma main ici. Là, le qubit avait un problème, comme la plupart des mesures antérieures au 16e siècle. Le qubit était fondé ou avec à sa base l'anatomie humaine. Une façon que les humains ont découvert pour éviter la variabilité de l'espèce humaine était d'appliquer la règle de la moyenne. Et un bon exemple de ça serait une proclamation royale en Angleterre en 1542 qui disait ceci. On a certain Sunday, as they come out of church, 16 men shall stand in line with their left feet touching, one behind the other. This distance shall be the legal rod, and 1/16 of it shall be the foot. Là, pourquoi que ça, c'est tellement important? Parce que ça produit une unité de mesure beaucoup plus précise et fiable d'un village à l'autre. Et comment ça? Si je prends 16 pieds, bout à bout, un de ces 16-là va être le plus long. Et un de ces 16-là va être le plus court. Et toutes les autres vont tomber en quelque part entre les deux. Et ça veut dire que si j'additionne les 16 et je les divise en 16 unités égales, je vais avoir quelque chose qui est beaucoup plus constant d'un village à l'autre. Et donc, mieux pour l'échange de biens ou le calcul de choses comme la distance. Là, la règle de la moyenne, c'est quelque chose qu'on utilise encore de nos jours en atelier
pour effectuer des mesures très précises. Donc, si j'avais une mesure très précise à faire, bien, je le mesurerais avec un outil approprié. Prenons un exemple, un micromètre à échelle vernier. Et je mesurais ma pièce, pas une, pas deux, mais au moins 5 fois. Et si j'élimine à ce moment-là la plus grosse dimension mesurée et la plus petite, et les 3 qui restent, mais je fais une moyenne. Et ça devrait me donner une mesure très précise. Bon, ben, utiliser des parties du corps humain comme unité de base pour un système de mesure, bien, ça a ses limites. Et qu'est-ce qu'on a fait dans le développement de la précision lors de l'évolution de la production manufacturière? Bien, ça a été de passer à des étalons physiques stables. Et un exemple de ça serait l'utilisation d'une roche comme unité de base pour un système de mesure du poids. Si l'étalon de base est détruit, bien, le système de mesure qui se base ou se fonde sur cet étalon-là, devient inutilisable. Pour éviter ce problème, on a commencé à utiliser des réactions physiques plutôt que des entités physiques comme étalon de base pour un système de mesure. Et si on regarde la barre de bronze entreposée à Paris, qui est l'étalon de base pour le système de mesure linéaire métrique, bien, on peut dire qu'un mètre, c'est cette barre de bronze-là. Mais on peut également dire qu'un mètre équivaut à 1 650 763,73 longueurs d'onde de lumière rouge-orangée dans un tube sous vide. Historiquement parlant, les pièces n'ont jamais vraiment été interchangeables, en tout cas au début, jusqu'à assez récemment même. Si on prend une roue d'un chariot, un ancien chariot, bien, si la roue brisait, bien, il faudrait en fabriquer une nouvelle à partir de zéro, ou tout de moins en prendre une existante et la modifier sérieusement pour qu'elle s'assemble sur le chariot en question. Les choses n'étaient pas prévisibles ou uniformes. Et ça, c'est pas acceptable pour une société qui veut se développer et devenir plus efficace. Donc, en introduisant des étalons plus précis, bien, on augmente notre capacité de produire des pièces qui deviennent interchangeables. Par contre, au début, les étalons étaient plutôt nationaux et chaque nation avait ses propres unités et systèmes de mesure, donc interchangeables à l'intérieur de leur communauté, mais pas à l'extérieur. Ça a pris vraiment un gros conflit, la Première Guerre mondiale, pour commencer à forcer les nations à vouloir uniformiser les étalons. Et c'est ce qu'on vit avec à ce moment-ci. Cette uniformisation-là a mené à la Deuxième Guerre mondiale à des pièces réellement interchangeables. Et de nos jours, bien, on en voit le résultat. Les pièces peuvent être fabriquées à peu près n'importe où sur la surface de la Terre. Et à cause des étalons précis, ils vont être interchangeables. Bien, on peut dire que notre économie globale n'existerait pas sans le développement d'étalons précis et fiables. Prenons quelques minutes maintenant pour regarder certaines notions et certains termes. On va commencer avec la mesure directe. Une mesure directe est une mesure qui a été effectuée ou prise avec un outil incorporant une échelle lisible. La précision d'une mesure directe est directement reliée à la précision de l'outil utilisé. Des règles d'acier, des micromètres, des pieds à coulisses et des rapporteurs d'angle sont des exemples d'outils de mesure directe. Échelle lisible, mesure directe. Et si on lit une échelle, c'est qu'on doit l'interpréter. Et lorsqu'on interprète, il y a toujours une petite possibilité d'erreur. Deuxième genre de mesure, ce sont les mesures comparatives. Si on utilise un instrument
pour comparer une pièce à un standard établi, bien, on est en train d'effectuer une mesure comparative. Là, en général, on considère que les mesures comparatives sont plus précises que les mesures directes. Ils sont plus précises parce qu'ils ont attrait beaucoup plus à la tolérance de la pièce qu'à sa dimension. Et également, mais ils n'incorporent pas d'échelle lisible, donc il y a moins de chances d'erreur. Une règle sinus, un comparateur optique ou une cale étalon sont tous des exemples d'outils de mesure comparative. Donc, si vous comparez votre pièce à un standard, bien, vous effectuez une mesure comparative. Ça ne vous donnera pas une dimension, ça va vous indiquer si votre pièce est similaire à ce que vous voulez. Un calibre entre pas, c'est un bon exemple d'une mesure comparative. Si on regarde un calibre pour mesurer des trous, un entre pas, bien, on peut voir qu'il y a un petit bout et un gros bout. Si le petit bout s'insère dans le trou et le gros bout ne s'insère pas, bien, vous savez que votre trou est à la bonne dimension. Ou, pas la bonne dimension, elle est dans ses tolérances. Mais ce que vous ne savez pas, c'est quelle dimension spécifique qu'elle est. La tolérance est également une notion importante à assimiler. Bon, mais c'est quoi la tolérance? La tolérance, c'est la précision à laquelle une dimension indiquée sur votre plan doit être respectée. En exemple, disons que vous avez un plan qui a une dimension indiquée de 5 mm et que sa tolérance est indiquée comme étant plus ou moins 5 centièmes de millimètre. Mais ça va vouloir dire que votre pièce va être acceptable si elle se situe sur ou entre 4 mm 95 centièmes et 5 mm 5 centièmes. Les tolérances, c'est quelque chose de très important parce qu'il n'y a rien de parfait en ce bas monde. Et on peut se rendre fou et faire faillite en essayant de rendre les choses parfaites. Tout incorpore une certaine quantité d'erreurs. La question, c'est combien d'erreurs est acceptable. Et c'est ça que nos tolérances nous disent. Donc, si on a une pièce qui a une tolérance très lousse ou large, on ne perdra pas notre temps à la produire en utilisant des techniques d'usinage très précises. Inversement, si la pièce requiert beaucoup de précision, il va falloir qu'on utilise des techniques très précises. Et on saura à ce moment-là que cette pièce-là va être beaucoup plus dispendieuse à produire. Une autre notion importante, c'est la notion d'étalon. Bon, on en a déjà parlé dans cette vidéo. Mais un étalon, c'est l'unité ou l'entité qui est à la base d'un système de mesure. C'est ce qui fait que le système de mesure est précis. Bon, dans l'atelier, notre étalon, c'est des cales étalons. Et ces cales-là sont des pièces extrêmement précises qui sont reliées de très près à l'étalon original. Puisqu'on calibre tous nos instruments de mesure avec ces cales étalons-là, ça garantit que les mesures qu'on va effectuer dans notre atelier vont être équivalentes en précision aux mesures effectuées dans d'autres ateliers. Et ça, c'est ça qui garantit l'interchangeabilité des pièces. L'état de surface est également une notion importante. L'état de surface, c'est la quantité de rugosité d'une surface. Qu'est-ce qui est acceptable? Est-ce qu'elle doit être très lisse et super finie ou est-ce qu'elle peut être très rugueuse? Et ça ressemble un peu à la tolérance, en sorte que un état de surface rugueux coûte beaucoup moins cher à produire qu'un état de surface très lisse. Et on va choisir les techniques d'usinage qui vont nous donner l'état de surface parce qu'on ne veut pas gaspiller du temps et de l'argent à produire un super fini sur une pièce qui peut être très rugueuse. Là, l'état de surface et la tolérance, ce sont des notions complexes et très importantes. Mais n'ayez crainte, on va les regarder beaucoup plus en détail dans notre série de vidéos qui porte sur la lecture de plan. Une autre notion importante, c'est la précision décimale, si on peut dire.
qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'on n'utilise pas des décimales pour rien. Si on a une dimension qu'on a calculée sur notre calculatrice et on a 10 décimales après la virgule ou le point en impérial, bien, ça ne veut pas dire qu'on les inscrit toutes. Un exemple de ça, si c'est une dimension peu précise qui devrait être mesurée à l'aide d'une règle d'acier en impérial, bien, on va utiliser généralement seulement 2 décimales après le point, parce que ce n'est pas très précis. Si par contre c'est un peu plus précis ce qu'on veut, puis on va utiliser un pied à coulisse à échelle vernier impériale, bien, on devrait, sur notre croquis ou notre plan, indiquer la dimension comme ayant 3 points décimales. Donc, c'est important d'arrondir et de ne pas mettre une myriade de points décimales sur un dessin. Là, il y a du monde qui a le don de prendre des mauvaises décisions. Et souvent, une mauvaise décision mène à une autre mauvaise décision, et ainsi de suite. On pourrait appeler ça une multiplication d'erreurs. Mais en atelier d'usinage, c'est pas de même qu'on le décrirait. La multiplication d'erreurs, pour nous autres en métrologie, c'est de mesurer d'une mesure, ce qu'on ne veut jamais faire. Nos pièces ont des surfaces de référence desquelles on effectue nos mesures. Et supposons que je voulais mesurer 5 pouces. Si je mesure 5 pouces avec un pied à coulisse une fois, ben, j'ai une possibilité d'erreur de à peu près 1 millième de pouce, 1 millième et demi. Par contre, si je mesure 5 fois 1 pouce en additionnant chaque mesure, bien, à la fin, mon erreur va être 5 fois ça. Et ça, c'est généralement inacceptable, parce que ce n'est pas fiable. Si on est très chanceux et on croit à la loterie, bien, nos 5 mesures subséquentes pourraient tous s'annuler, l'erreur d'un 1 dans le sens contraire du premier et tout ça, puis on pourrait arriver à la fin avec une très bonne mesure. Mais les chances que ça arrive sont très, très minces. Donc, on évite la multiplication d'erreurs. On mesure une fois une dimension pour éliminer ou réduire toute possibilité d'erreur. Et pour aujourd'hui, finissons avec nos 2 systèmes de mesure principales. Pour nous, c'est le système impérial et le système métrique. Dans le système impérial, l'unité de base est le pouce. C'est plus acceptable de dire 24 pouces que de dire 2 pieds. Le système impérial peut par contre être fractionnel ou décimal. Le système impérial fractionnel nous vient d'un temps où les calculatrices n'existaient pas et où les compétences des personnes de métier en mathématiques étaient limitées. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple d'additionner, de soustraire, de multiplier, de diviser des fractions que des nombres décimales. De nos jours, le système impérial décimal existe encore, mais il est surtout utilisé pour décrire des dimensions ortho ou plus souvent encore pour décrire les dimensions de barre ou de matière brute. Dans le système décimal impérial, on décrit les dimensions en millièmes de pouce et en pouces. Donc, si j'avais une dimension de 3,105 pouces, je le dirais 3 pouces 105 millièmes. Si par contre il y avait des 10 millièmes qui s'ajoutaient par la suite, bien, je les ajoute par la suite. Donc je dirais 3 pouces 105 millièmes et, exemple, 5 millièmes. Là, le système impérial est généralement reconnu comme étant pas mal plus complexe que le système métrique. Et la raison pour ça, elle est bien simple. Le système impérial a évolué sur une plus longue période de temps. Et quand les choses évoluent comme ça sur une longue période de temps, bien, il faut prendre en compte les améliorations, les changements technologiques. Et ça veut dire qu'on est constamment en train de rajouter des choses au système qui le complexifient. Le système métrique est beaucoup plus jeune et incorpore déjà beaucoup de ces changements-là. Donc, c'est beaucoup plus simple. Bon, l'unité de base dans le système métrique pour les ateliers d'usinage, de travailler en atelier, ça serait différent en architecture, mais en atelier d'usinage, c'est le millimètre. Fait que si j'avais une dimension de 3 cm, ben, je ne dirais pas en atelier 3 cm, je dirais 30 mm.
s'il y avait des parties de millimètres qui restaient à la fin, mais je les ajouterais tout simplement. Donc, si j'avais 15 centièmes de plus, je dirais 30,15 mm. C'est aussi simple que ça. Bon, mais ça, c'est assez pour le cours d'aujourd'hui. On va se retrouver dans la deuxième partie de notre cours de métrologie et on va commencer en parlant des mesures linéaires en atelier et des instruments de mesure les plus utilisés en atelier pour les effectuer. Ensuite, on va regarder les mesures angulaires et les instruments relatifs à ça. Donc, d'ici là, amusez-vous, soyez prudents, c'est tellement important. Et bon usinage!